laisser les intervenants présenter en 10 minutes ce qu'ils font et pourquoi ils sont là ce soir. Ensuite, il y aura un échange avec la salle. Et à 21h pile, il faut qu'on soit dehors au buffet qui a été créé par Graines de Folie. Vous allez voir, ça va être à mon avis très très beau et très très beau. Et éventuellement une quatrième mi-temps pour ceux qui voudront voilà, après. Pour information, cette soirée elle est filmée par Hugo qui est derrière. Pendant les questions, il va certainement bouger dans la salle. Donc si vous ne voulez pas apparaître sur la vidéo, vous pouvez aller le voir pendant la conférence. Donc ce soir on a la chance d'avoir un très beau casting, donc c'est marqué devant moi mais je vous le redis quand même. On a Laure Ducot qui est chargée de campagne à Greenpeace France sur la campagne agriculture alimentation. Sébastien Demange qui est spécialiste de médecine générale et aussi administrateur à l'association végétarienne de France. Sandra Estrade qui est directrice de la cuisine centrale de Toulouse. Sarah Bien-Aimée est chargée de développement restauration collective à l'association végétarienne de France. Et Aurélie Chauchard est chargée de développement au label en cuisine chez EcoCert, labellisation de l'agriculture biologique. En guise d'introduction, je vous propose d'écouter Joachim qui va nous parler de ce qui s'est passé pour l'instant à Toulouse et pourquoi on est impliqué au groupe local dans cette campagne. Merci. Donc, bonsoir à toutes et tous. Déjà pour préciser peut-être que Marie et moi nous sommes tous les deux donc, militants bénévoles au sein du groupe local de Greenpeace à Toulouse. Et donc à ce titre je vais vous présenter rapidement la démarche qui a été celle de notre groupe local sur cette question des cantines, des repas végétariens à la cantine à Toulouse. Donc pour vous faire un petit historique, voilà, je ne vais pas vous saouler longtemps, on va laisser la parole aux intervenants de choix, comme l'a dit Marie. Voilà. Donc déjà, pour ceux qui ne sauraient pas forcément, Greenpeace, c'est une ONG internationale qui a des déclinaisons dans beaucoup de pays. On a un bureau national en France et on a une présence sur le territoire, dans les grandes villes, parfois dans les villes un peu moins grandes, des groupes locaux, une trentaine de groupes locaux en France. Et donc on en a un à Toulouse. Donc typiquement, un groupe local, c'est un groupe de personnes bénévoles qui souhaitent s'investir sur les thèmes de campagne de Greenpeace. Et donc décliner localement les campagnes et les actions portées par Greenpeace France ou Greenpeace International. Donc par exemple, sur le sujet de ce soir, la campagne Cantine Verte, le rôle des groupes locaux c'est de faire vivre la campagne Cantine Verte localement, donc en la déclinant en tenant compte du contexte local, en sensibilisant les citoyens, en faisant de la présence dans la rue, en organisant des événements comme ce soir, en rencontrant des partenaires, etc. Je vais revenir dans quelques instants. Donc ça c'est pour le rôle du groupe. Après s'il y en a qui souhaitent discuter de ce que fait le groupe local à Toulouse, venez nous voir à la fin, ça sera un plaisir d'échanger. Voilà. Donc sur cette campagne, donc Laure y reviendra je pense sur ce qui s'est passé à l'échelle nationale, mais rapidement, elle s'est articulée principalement en 2 temps. Donc on a commencé il y a à peu près 2 ans à travailler sur cette thématique. Et on s'est d'abord focalisé sur les députés toulousains qu'on a été rencontrés, certains d'entre eux, puisque c'était au printemps l'année dernière, en 2018. Il y avait, vous le savez, le débat sur la loi Egalim, l'agriculture alimentation, donc, qui était en cours de discussion à l'Assemblée nationale et au Sénat. Donc c'était pour nous une opportunité d'aller rencontrer les députés de notre territoire, qui nous représentent à l'Assemblée nationale, pour leur parler de cette campagne et sensibiliser à la campagne de Greenpeace. Donc on tenait tous là, les groupes locaux tenaient tous le même discours ça consistait en fait à parler d'amendements que proposait Greenpeace France, un amendement qui consistait à introduire le repas végétarien chaque semaine dans la restauration scolaire. Donc c'est un travail qui a été mené par Greenpeace France et le rôle des groupes locaux était de promouvoir ces amendements et sensibiliser nos députés à l'existence de ces amendements et à l'importance de les défendre à l'Assemblée. Voilà. Donc c'est un travail qui n'a pas porté ses fruits immédiatement, mais dont finalement la loi en dernière lecture, à l'automne 2018, a finalement intégré un amendement similaire. Bon, parce qu'on a fait un truc pas trop mal. Donc c'était, on va dire, une première victoire sur cette loi Egalim. Et donc la deuxième phase de notre campagne, elle a été plus locale finalement, et on a eu plus d'autonomie, nous les groupes locaux, puisqu'on a pris en compte le contexte local de nos villes. Mais en fait, il n'était plus question de représentation nationale, mais il était vraiment question d'agir localement
et concrètement dans notre ville, sur notre territoire, et donc d'aller rencontrer les parents, les usagers des cantines, les responsables de la cantine et les diverses associations qui peuvent travailler sur le sujet. Donc ça c'est le travail militant qui a été mené ces derniers mois. Donc j'ai peut-être pas le temps de rentrer dans tous les détails des associations qu'on a pu contacter, mais l'idée c'était vraiment de construire une démarche vraiment de dialogue ouvert et voilà, dégager un consensus, ou en tout cas de discuter avec le plus de personnes possible, des associations, des parents et la mairie. Donc bon, on a Sandra Estrade qui parlera tout à l'heure de ce qu'a pu mettre en place la cuisine centrale et les cantines scolaires à Toulouse. Mais voilà, on a eu l'occasion d'échanger et ça a été assez constructif puisque on a pu passer à un repas végétarien par semaine récemment. Donc Sandra y reviendra, je pense, tout à l'heure. On me dit que j'ai 1 minute, donc je ne vais pas m'attarder davantage. Donc simplement pour vous dire que ce soir on a souhaité organiser cette conférence parce que c'est un sujet qui n'est pas simple, la restauration scolaire. Ce qu'on met dans l'assiette des enfants, c'est pas quelque chose c'est pas un sujet simple qu'on peut évacuer comme ça. Donc il y a beaucoup d'enjeux de nutrition, de santé publique, d'études sociales aussi. Il y a de l'environnement évidemment, c'est ça qui nous donne principalement. Et voilà, il y a beaucoup de questions qui sont à soulever, donc c'est important d'avoir des temps comme ça où on peut avoir des experts dans différents domaines qui peuvent prendre la parole et qui peuvent donner un éclairage particulier et qui pourront répondre aux questions de la salle et de tout un chacun. Donc c'est un peu ça l'esprit de notre initiative. On espère que c'est à la hauteur de vos attentes, ça le sera certainement. Voilà, bon, je ne monopolise plus la parole, je laisse Laure s'exprimer. Bonjour à tous, vous m'entendez bien, ça va? Attendez que le micro est un peu fort. Donc je suis Laure Ducot, chargée de campagne agriculture et alimentation chez Greenpeace France. Ça veut dire que je coordonne le volet national sur la réduction de la consommation de viande industrielle en France. Je parle de réduction de consommation. En France, avec Greenpeace, on a une position de moins et mieux, c'est-à-dire qu'on est sur une position où on lutte contre l'élevage industriel au profit d'un élevage écologique. On a une position qui n'est pas animaliste. Est-ce que vous connaissez, on a beaucoup parlé de grands rapports cette année, il y a eu un premier rapport en première partie de 2019 sur la biodiversité qui a été publié par l'IPBES. Est-ce que ça vous parle, l'IPBES? C'est l'équivalent scientifique du GIEC. Le GIEC, c'est le panel intergouvernemental pour le climat. Ce sont des scientifiques du monde entier qui travaillent ensemble sur les questions climatiques. Il y a un pendant biodiversité qui existe, c'est l'IPBES. Ce gros rapport qui a été rédigé par des centaines, des milliers de mains de scientifiques, il dit des choses très simples. Il rappelle qu'on est dans une phase critique d'extinction, on entend beaucoup parler de 6e extinction de masse, la première causée par l'homme, enfin par les humains, et est-ce que vous connaissez le facteur numéro 1 de dégradation de la biodiversité? De la perte de biodiversité. On parle beaucoup bien. Si vous prenez la voiture, vous allez plus voir d'insectes sur votre pare-brise, des oiseaux, il y en a beaucoup moins. Enfin, tout ça, c'est des choses qui sont palpables dans la vie courante. Est-ce que vous connaissez le premier facteur de déclin de la biodiversité? Non. L'alimentation, oui, c'est lié. C'est ça, c'est le changement d'usage des terres et des mers. Donc, changement d'usage, en langage commun, c'est l'agriculture. L'agriculture, l'élevage et la pêche, qui sont à des niveaux industriels aujourd'hui. Il donne un autre chiffre, ce rapport que j'aime bien, c'est que 75% de la ressource en eau douce dans le monde sert aujourd'hui à l'agriculture et à l'élevage. 75% de la ressource en eau douce. Vous connaissez les changements actuels et les conditions géopolitiques qu'il y a et les tensions qu'il y a autour de l'eau. Donc c'est une question qui est centrale dans la question des conflits et de la sécurité alimentaire. Et ensuite, il y a un chiffre qu'on connaît moins et je pense qu'on en parlera moins ce soir, je ne sais pas même, mais c'est la question du poisson. Nous, on prend le sans viande, enfin le moins de viande et plus de végétal, mais quand on dit moins de viande, c'est aussi moins de poisson. Pourquoi? L'IPBES, il rappelle un chiffre très clair, encore cette année, c'est que 90%, alors ils appellent ça des stocks de poissons, ce qui est très froid comme chiffre, mais 75% des populations de poissons à des endroits donnés donc 90% sont exploités à leur maximum ou surexploités. Donc ça veut dire qu'il y a pas une dizaine de pourcents de stocks de poissons qu'on étudie dans le monde qui ne sont pas exploités à leur maximum. L'humain a quand même réussi à faire ça à l'échelle planétaire. Ensuite, un deuxième rapport qui est sorti, et après je ne vous assomme pas de chiffres, c'est le seul gros rapport qui sort cette année. Donc du GIEC cette fois-ci, il est paru en août, on en a beaucoup parlé puisque c'était un cri d'alerte très fort de la part des scientifiques à l'ensemble des gouvernements.
Un chiffre clé sur le gaspillage alimentaire, on n'en parlera pas ce soir je pense, mais c'est un chiffre qui concerne beaucoup la population en général. 1/3 des aliments produits dans le monde sont gaspillés, sont jetés ou détruits ou perdus. 1/3 des aliments produits dans le monde. On parle beaucoup d'insécurité alimentaire, il faut des OGM pour produire plus, etc. Mais en fait, il y a un vrai problème sur l'ensemble de la chaîne alimentaire, c'est pas juste une question de production au final. Et ensuite, le GIEC rappelle un fait très très clair, et ça assiste, prône les associations, les ONG, puis beaucoup de citoyens depuis longtemps, c'est qu'aujourd'hui, l'une des grandes solutions pour faire face à ce déclin de la biodiversité, à ce changement climatique qui s'accélère, et donc les événements climatiques extrêmes, c'est une alimentation plus végétale. C'est d'avoir une alimentation majoritairement végétale, et pour le reste qu'on a de produits carnés, enfin de viande, de poisson, de volaille, etc., c'est d'aller vers des systèmes réellement durables. Donc ça veut dire avec une alimentation localisée. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui est à l'origine l'un des plus grands facteurs de déforestation en Amérique latine? Ce pourquoi il y a autant d'incendies en Amazonie là récemment? C'est ça, c'est la culture de soja. Alors aujourd'hui, on déforeste beaucoup moins en Amazonie pour le soja directement, mais ça reste un facteur indirect de déforestation majeure. Et aujourd'hui, la plupart des incendies là, dont on parle depuis des semaines, en fait, ils proviennent de la déforestation pour installer du bétail. Et une fois que les terres ont perdu leur productivité, là, on passe à des cultures de soja, qui servent même à nourrir du bétail. Hein, on est toujours dans ce cycle-là. Donc, après, une fois qu'on a fait le bilan comme ça de l'élevage, l'industrialisation de l'élevage, je ne parle pas de la question du bien-être animal parce que ça ferait trop, mais on pourrait aussi en parler. Quand on voit les dégâts de l'élevage industriel au niveau mondial, on pourrait se demander, mais en France, comment c'est? En France, ça va. En France, les vaches, elles mangent de l'herbe, elles sont dans les prés. Est-ce que c'est ça? Eh bien non. En France, il y a un chiffre qui me parle beaucoup, c'est un chiffre d'un scientifique de Solagro, de l'association Solagro, qui dit que 1% des fermes en France, 1%, ça rien du tout, possèdent plus des 2/3 des poulets de chair, plus des 3/4 des poules pondeuses et plus de la moitié des porcs. Donc ça veut dire qu'en gros, la viande, la volaille, tout ce qu'on trouve dans les supermarchés, dans beaucoup de restaurations collectives qui produisent à des niveaux industriels, s'il n'y a pas une volonté politique forte d'avoir des produits de qualité, dès qu'on a des gros volumes, on se retrouve sur ça en fait, sur ces 1% de fermes industrielles, avec des porcs label rouge qui ne voient jamais le jour, avec des poulets qui ne voient jamais le jour et qui se retrouvent en batterie, etc. Donc ça, c'est la réalité des vaches en France. Les vaches de montagne, la polyculture élevage, tous ces systèmes-là qui pourraient être vertueux du point de vue agronomique, en fait, c'est rien du tout à l'échelle française, malheureusement. Voilà. Alors, Greenpeace, quand on a constaté ça, parce qu'on est une ONG de défense de l'environnement, donc notre prisme, il était là, et on a voulu regarder ce qui se passait à l'un des plus gros leviers d'action qui existe aujourd'hui en France, c'est la restauration scolaire. Pourquoi? Parce que la restauration scolaire, c'est 1 milliard de repas par an. 7 millions d'élèves qui mangent tous les jours à la cantine. Donc, qui mangent chaque année à la cantine. Donc, ça veut dire que c'est un énorme enjeu en termes de volume. 1 milliard de repas, si on en a une partie qui devient végétale, ça a tout de suite un impact très fort sur les volumes, mais ça a aussi un impact très fort en termes de changement des mentalités. C'est la raison pour laquelle on a commencé par regarder ce qui se passait dans les cantines des écoles primaires. Et en fait, on a produit une cartographie, on a lancé une grande enquête contributive pour laquelle on a eu plus de 15 000 réponses, et on a montré qu'en fait, il y a de la viande et du poisson qui est servie tous les jours dans la majorité des écoles primaires en France. Et c'est le cas aussi pour les collèges et les lycées. On le sait, même si on n'a pas cette cartographie-là qu'on a fait pour les écoles primaires. Donc on s'est posé ensuite, on a fait l'état des lieux, et ensuite on s'est posé la question de pourquoi est-ce qu'il y a autant de viande et de poisson servis tous les jours, alors que ça fait quand même un certain nombre d'années, plusieurs dizaines et dizaines d'années, que les scientifiques alertent sur le problème de l'industrialisation des vaches. Et en fait, il y a une partie vraiment culturelle qu'on ne peut pas mesurer, l'habitude, on a été élevé avec, pour la plupart, pas tous, mais pour la plupart avec beaucoup de viande, beaucoup de poissons, des produits laitiers, etc. Donc on a une habitude comme ça qui est ancrée culturellement. En France, il faut savoir que, je ne sais pas si vous savez, dans le monde, la moyenne de consommation au niveau mondial, par an, c'est 43 kg par personne et par an. C'est un moyen au niveau mondial. Donc, entre des pays qui en mangent très très peu, comme en Inde, et des pays qui en mangent beaucoup, comme les pays industrialisés. En France, on est à 86 kg par personne et par an. Donc les Français consomment le double de ce qu'on consomme au niveau mondial. On consomme même plus que la moyenne des pays industrialisés, qui a 76 kg par personne et par an. En fait, les seuls qui nous dépassent sont les États-Unis, avec une centaine de kilos par personne et par an. Si on regarde les produits laitiers, qui ont malheureusement un impact très fort, parce que c'est le soja, on ne le donne pas au bœuf, le soja, on le donne surtout aux vaches laitières, aux poulets et aux porcs. Et les vaches laitières, en fait, en France, on consomme
c'est 112 kilos par an et par personne de produits laitiers. C'est-à-dire qu'on explose les chiffres de la consommation moyenne mondiale, on explose même les États-Unis avec ça. Et on est très fiers, les filières françaises se targuent d'être les plus grands exportateurs et producteurs de lait de chèvre, de fromage de chèvre, etc., de vache. Voilà. Donc, aujourd'hui, le Greenpeace qu'on a voulu, c'est ok, il y a ce truc culturel, on surconsomme comme ça partout, mais pourquoi est-ce qu'il y a ça? Et on a décidé d'aller, on s'est rendu compte qu'il y a un document qui existe qui influence, alors peut-être pas toutes, mais une large majorité de villes. Il y a un guide qui a été écrit, officiellement c'est un guide d'achat, mais il y a quand même écrit recommandations nutritionnelles, et qui est donné, qui est transmis à toutes les diététiciennes nutritionnistes qui travaillent dans les villes, qui est connu par tous les élus de France. Ce guide, il a été écrit par le ministère de l'économie. Ce sont des recommandations nutritionnelles qui expliquent, c'est normal hein, quand vous arrivez, que vous êtes aux cantines, on peut en parler avec beaucoup plus de technicité avec Sandra même, mais on ne sait pas forcément quelle portion on donne de lentilles ou quelle portion de steak on donne à un enfant de 3 ans, 6 ans, 11 ans, enfin, c'est pas quelque chose qu'on devine. Donc c'est normal que le ministère de l'économie produise un guide d'achat ou que le ministère de la Santé produise des recommandations nutritionnelles. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que c'est un groupe de travail du ministère de l'économie, le fameux GEM-RCN, groupe d'études des marchés en restauration collective et nutrition, GEM-RCN, qui a écrit ces recommandations et qui n'ont pas appelé guide d'achat, qui l'ont appelé recommandations nutritionnelles. Ça a été téléchargé des milliers de fois par tous les professionnels et c'est appliqué à la lettre dans les écoles. Et en fait, dans les formations des diététiciennes, on raconte même que ces recommandations sont obligatoires. Ce qui est complètement faux. À moins qu'il y ait un contrat passé entre une ville et une entreprise comme Sodexo et qui écrit qu'il faut respecter le GERCN, mais sinon c'est un règle obligatoire. Mais tout le monde pense que c'est obligatoire. Je discutais même avec des élus de Grenoble et ils ont appris l'an dernier, ça n'était pas. Grenoble est quand même bien engagé, bien en fait de ce qui se passe. Donc vous voyez un peu le niveau de confusion qui existe au niveau national. Donc nous on est allé voir, on s'est dit mais c'est qui ce groupe? Qui siège dans ce groupe qui écrit ces recommandations qui influencent quand même toutes les cantines de l'assiette donc toutes les assiettes de nos enfants? Mais alors là on a été, j'allais dire vraiment surpris, mais non, on a été surpris, ou pas d'ailleurs, on s'est rendu compte que siégeaient quelques nutritionnistes, par indépendants, que siégeaient des représentants des filières viande et de produits laitiers, et que siégeait notamment Laurence Vignier, qui est une grande, notre meilleure amie, on va dire ça comme ça, qui est la représentante du GECO Food Service. Le GECO Food Service, c'est un consortium d'entreprises qui rassemble Nestlé, Bigard, Yoplait, Charal, etc. Donc voilà, donc ce sont les industriels et les représentants des filières viande et produits laitiers qui écrivent eux-mêmes ces recommandations qui ensuite sont distribuées partout. Voilà, donc ça c'est la réalité aujourd'hui en France. Donc nous on s'est dit qu'il y avait un vrai problème avec ça. Et on a écrit un rapport sur tout ça que vous pouvez retrouver facilement sur internet et qui explique tout le fonctionnement de ces instances si ça vous intéresse. Voilà. Et vous verrez aussi, si vous tenez un jour, dans d'ici 2 semaines si possible, et je suis dans 20 secondes, on va publier une mise à jour de ce rapport, puisque normalement ce groupe d'études n'existe plus, mais qu'à cela ne tienne, ces lobbies continuent de se réunir et ils ont publié en mars une merveilleuse fiche qui dit attention au plat végétarien, attention à surtout le végétarien, c'est dangereux pour la santé. Aucune source scientifique. Vous pourrez demander à notre médecin Sébastien Demange qui a détaillé qui a analysé ce rapport avec moi. Voilà, je terminerai là-dessus en disant qu'il y a de nombreuses villes en fait, qui font beaucoup mieux, puisqu'avoir du bio, du local, de qualité, des produits frais, puis des maisons qui ont du goût, parce que c'est ça, hein, si c'est du végétarien qui n'a pas de goût, qui industriel, c'est pas la peine, mais il y en a qui font ça bien, et il y a des villes comme Lille, comme Grenoble, comme Montsartou, comme Pierre-Bénite près de Lyon, qui arrivent à ça, qui arrivent à des forts pourcentages de bio, et des produits frais qui plaisent aux enfants. Et à Lille, le gaspillage alimentaire les jours du menu végétarien était réduit de plus de 30%. Voilà. Donc des exemples, comme ça, il y en a partout, ça marche, il n'y a plus qu'à. Merci. Bonjour à toutes et à tous, je suis Sarah Bien-Aimée, je travaille à l'Association végétarienne de France, qui est aussi AVF, et dans cette association, je m'occupe spécifiquement du dossier restauration collective. Je vais vous parler essentiellement de la loi qui vient d'être votée dans le cadre d'Egalim, la loi sur les menus végétariens, et je vais prendre le temps de vous l'expliquer pour que vous, usagers, décideurs, acteurs de la restauration collective, parents d'élèves, vous compreniez de quoi il retourne, parce que ça va quand même changer beaucoup la donne, même si sans doute pas assez, ça va changer les choses. Alors, à partir du 1er novembre prochain, demain, toutes les cantines scolaires, publiques et
second degré, de la maternelle au lycée, devront au moins une fois par semaine proposer un menu végé. Ça exclut, sont exclus de la loi les crèches et les universités. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette loi, elle est obligatoire pour toutes les cantines scolaires, mais elle ne dure que 2 ans. Il s'agit d'une expérimentation. Donc rendez-vous dans 2 ans pour savoir comment ça s'est passé. Ah. Alors pas du tout. Ça, c'est une coquille qui a été produite par un journal national qui s'est trompé le lendemain où la loi a été votée. Et cette coquille a été reprise par tout le monde. En fait, c'est un amendement qui n'est pas passé à l'Assemblée nationale. Voilà. Non mais je peux vous garantir. Alors, ah oui, puis vous pouvez nous appeler après. Alors, pour vous aider à y voir clair, dans ce texte de loi, qui n'est pas toujours très simple à comprendre, on a à l'Association végétarienne de France, je me lève, pardon, c'est un peu avec des petits bras là. On a créé un site internet qui s'appelle vgcantine.fr. Franchement, toutes les questions que vous vous posez au sujet des menus VG à la cantine, les réponses sont dans ce site. Que vous soyez acteur de terrain, c'est-à-dire les gens qui ont les mains dans le cambouis des cantines, les cuisiniers, les gestionnaires, ceux qui doivent tous les jours produire des centaines, voire des milliers de repas, votre onglet, c'est acteur de terrain. Vous avez un onglet usager, vous êtes parent d'élève, vous vous demandez, mais est-ce que la loi concerne mon enfant? Est-ce que ma cantine doit appliquer la loi? Mais si elle n'applique pas la loi, comment je fais? Et puis moi, un menu végétarien par semaine, franchement, ça m'intéresse moyen, je voudrais l'option, quels sont mes droits? Tout était expliqué ici. Et si vous êtes influenceur, militant, journaliste, chercheur, vous cherchez des chiffres, des données, tout est dans cet onglet-là. Je veux bien qu'on descende un tout petit peu. Super, encore un tout petit peu. Voilà, merci à la... Excusez-moi, c'est moi qui suis pas très... Voilà. Sur la page d'accueil, vous voyez les documents qui sont aujourd'hui le plus téléchargés sur notre site internet. En premier, vous avez le décryptage de la loi sur les menus VG qui a été réalisé en partenariat avec Greenpeace et la FCPE. C'est un décryptage de tous les mots, il me reste 2 minutes, de tous les mots, mot par mot. Donc vous pouvez aller voir. Et si vous avez un référent dans votre structure qui vous dit « Ah non, mais la loi ne dit pas du tout ça », ce décryptage, on l'a fait relire par la députée à l'origine du texte de loi qui a été voté et elle a dit « C'est OK, tout ce que vous dites, c'est bon ». Donc c'est vraiment un texte de référence. Si vous avez envie de mettre des affiches dans votre cantine, on en a produit 2. Vous voyez la première, 100 ans pour la planète, qui est plutôt pour les collèges et les lycées. Et vous voyez une autre affiche, le menu VG, c'est Madame Aubergine, c'est plutôt pour les maternelles et en tout cas pour les enfants du 1er degré. Vous avez 2 livrets que vous avez vus à l'entrée. On a co-écrit et co-signé avec Greenpeace et aussi la FCPE les 6 bonnes raisons de proposer des repas végétariens qui sont super pour aller voir vos élus, pour les convaincre. Mon enfant a-t-il besoin de viande pour bien dégommer toutes les idées reçues sur « Oh là là, si mon enfant ne mange pas de viande, il va perdre du muscle. Et va-t-il grandir ?» Voilà. Voilà. Il est vraiment, vraiment très bien fait. Ensuite, vous avez la carte des cantines exemplaires. Vous cliquez et vous allez trouver toutes les cantines en France qui font des trucs mais vraiment géniaux. Donc, certains restos, des cantines qui proposent une option végétarienne tous les jours, voire une option végétalienne. Tout est dans la carte des cantines exemplaires. 10 idées reçues sur les menus végétariens à la cantine. Ça va coûter plus cher. Parlons-en. Je n'ai pas le temps de répondre puisqu'il ne me reste plus qu'1 minute. Des recettes VG pour tous les cuisiniers qui s'arrachent les cheveux et se disent non mais dans un mois il faut que je trouve des recettes végétariennes pour 15 000 personnes, comment je fais? Vous avez un corpus à disposition et vous avez un catalogue de marques et de fournisseurs VG. J'ai l'impression de faire téléachat. Tout est gratuit, tout est en téléchargement gratuit, il n'y a rien à vendre. Et pour tout ce qui est petites questions juridiques, administratives, quels sont mes droits? Si vraiment vous n'y arrivez pas et que le site ne répond pas aux questions, vous appelez Madame VG Cantine, c'est-à-dire moi. Soit vous passez par le site, vous écrivez, vous posez votre question et en général on vous répond dans la journée. Est-ce que je suis dans les temps? Si vraiment vous n'y arrivez pas et que le site ne répond pas aux questions, vous appelez Madame VG Cantine,
cuisine centrale, aujourd'hui, c'est 34 000 repas par jour produits quotidiennement sur le temps scolaire. On est 86 agents municipaux à œuvrer à la cuisine. On a un budget alimentaire d'environ 10 millions d'euros, 220 points de livraison, et donc les livraisons se font le matin, le jour de la consommation, en journée, à l'aide les plus chauds. Alors, juste l'évolution, hein, pour que vous compreniez un peu par les phases par lesquelles on est passé, à la fois dans les achats et à la fois dans nos pratiques. Donc, on s'est lancé dans le bio en 2008. C'est pas tout récent, on n'était pas non plus les premiers, mais voilà, on s'est lancé dans le bio en 2008. Vraiment que bio. 2009, ouais, pardon, alors, je reprends. Donc, on a lancé, 2008, on a lancé les menus sans porc, des alternatives pour des questions religieuses. Donc ça a été, voilà, 2008, vous savez à quoi ça correspond, je ne sais pas l'explication, mais voilà, donc il y avait des engagements politiques suite aux élections, on avait dit qu'on le ferait, donc on met en œuvre, première mesure. Deuxième mesure, on fait du bio. Et donc à partir de 2008, on s'est vraiment lancé dans le bio, on a commencé gentiment, 10%, 15%, on a beaucoup progressé jusqu'à arriver en 2013 à 33%. Sauf que pour arriver à 33% de nos achats en bio, on allait chercher très loin. L'Union européenne, voire hors Union européenne parfois. Et donc on était à peu près à 65% de bio qui était local, et tout le reste donc France, Union européenne, hors Union européenne. 2014, pareil, changement politique. Et là, on se dit, bon, il faut faire du bio, mais il n'y a pas non plus que le bio. Il y a aussi d'autres signes officiels de qualité. Donc, on recentre le bio sur le local. Et on introduit aussi dans nos menus des produits sous signe officiel de qualité, label rouge, IGP, AOC, MSC, voilà, tout ce qui est connu. Donc très bien, on poursuit, puis à un moment donné on se dit ok, on fait du sans porc, mais au final quand on substitue le porc par une autre viande, ça ne mange pas. Donc on se dit il y a quand même un problème, puisque pour des questions religieuses, c'était déjà pas le porc le problème à l'époque, hein, mais voilà, on s'est dit il faut substituer par soit un poisson, soit une omelette, soit autre chose, mais en tout cas pas pour une viande, parce que sinon ça part à la poubelle. Donc on a interrogé, il y a une structure à Toulouse qui s'appelle Toulouse Fraternité Laïcité, et donc on a proposé, pour sortir aussi le religieux du débat, de faire une alternative sans viande. Voilà, donc, dans laquelle on utilise le poisson et les œufs, mais sur laquelle on n'utilise pas de viande. Et donc ça, on l'a mis en place en septembre 2015. Donc le principe, c'est que les parents ont le choix en début d'année, ils peuvent changer d'avis d'année, de prendre l'option pour leur enfant de systématiquement prendre le menu sans viande. Donc ça marche plutôt pas mal, pour vous dire, à ce jour, alors quand on a basculé sans porc, sans viande, on était sur les mêmes pourcentages, ça va à peu près 33%, avec une évolution de 1,5-2% par an. Aujourd'hui, donc on ne connaît plus le motif du choix. On peut se dire que le choix du sans porc il était religieux. Aujourd'hui, on est sur le sans viande et on ne connaît pas le motif du choix du sans viande. Il y a forcément du religieux, mais il y a aussi peut-être du culturel, mais on n'a pas le détail de ça. Et puis, on a été sollicité par un groupe de parents d'élèves pour introduire un menu de végétarien par mois. Donc, on a travaillé avec eux et le collectif Qualité Cantine pour ne pas les nommer, avec qui on travaille, on essaie de construire en tant que depuis quelques années. Et donc, à leur demande, on a regardé, ils nous demandaient au moins un menu végétarien par mois. On a regardé, ça ne me semblait pas irréalisable. Et donc, depuis septembre 2017, on a introduit un menu végétarien par mois pour tout le monde. Et puis, suite de la sollicitation de Greenpeace l'an dernier, non, mais c'était cette année, en février, je crois, à peu près par là, ou en mars, ouais. On a regardé nos menus, ils nous ont sollicité pour 2. La prendre 2, on a dit menu végétarien par semaine, puisqu'on s'est rendu compte que techniquement par rapport au menu qu'on faisait aujourd'hui, on le faisait déjà pratiquement, il y avait un petit détail à changer pour que ça passe en menu végétarien. Donc
Du coup, on a anticipé la loi et donc on propose un menu végétarien par semaine pour tous depuis le 1er juin de cette année. Alors juste pour faire un petit focus sur nos achats, on a parlé de produits bio, etc. Donc à Toulouse, sur le bilan de 2018, on est à 42,51% de produits labellisés, donc AOC, Label Rouge, MSC, BBC, et 26,83% de bio, donc 94% de local. Donc on essaie de garder cette réflexion de local. Voilà, sachant que la loi Egalim, qui est prévue qu'on soit dans les clous au 1er janvier 2022, c'est 50% de produits sous signe officiel de qualité, dont 20% de bio. Le constat, c'est qu'à peu près sur 4 menus végétariens par mois, il y en a un qui est fait par l'association légumineuse céréales qu'on cuisine. Donc là, c'était dalle de lentilles bio avec un riz camarguais. On en a un autre, c'est une omelette, puisque la loi Egalim prévoit que l'omelette rentre dans les clous de menu végétarienne. Mais on continue à chercher. Voilà, je discutais avec un collègue des lycées. Je vais faire travailler la cuisinier pendant les vacances pour travailler sur un pois cassé, parce que là, on peut l'avoir dans la région. On cherche des recettes. Sur la semaine du goût, ce sera une marmite de haricots, label rouge, tarbé, aux épices. Voilà. On cherche des recettes, on travaille avec les cuisiniers, mais voilà, j'ai pas de cuisinier végétarien dans la cuisine, donc on cherche des recettes, on les travaille, on les essaie, on les teste. Bonjour, donc moi effectivement, Sébastien Demange, je suis spécialiste en médecine générale. Alors je suis désolé, je dois commencer par une obligation légale qui est de déclarer mes conflits d'intérêts. Tous les médecins qui parlent en public doivent déclarer leurs conflits d'intérêts, même si ce n'est pas toujours fait. Je vais parler un petit peu vite, je suis désolé parce que ma présentation est un peu longue, et voilà, pour tenir le timing. Donc tout simplement, j'ai aucun conflit d'intérêt financier, c'est-à-dire ça ne me rapporte rien de valoriser le végétarisme. Mais je tiens quand même à vous signaler que je suis membre bénévole de l'AVF, donc de l'Association végétarienne de France. J'espère qu'un jour on aura aussi des médecins qui déclarent qu'ils mangent de la viande, ça sera intéressant pour voir leur point de vue. Pardon, vous m'entendez mieux? Pardon. Donc voilà, pour continuer, je vous propose quelques citations dans mon slide. La première, il est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé. Et on sait que les menus végétariens et végétaliens sont nourris de préjugés. Je vais essayer d'en faire sauter quelques-uns. Tout simplement pour commencer, l'alimentation, il faut bien se rendre compte que c'est au cœur de beaucoup de choses, notamment en France, où ça a une valeur socio-culturelle qui est très importante, mais c'est aussi un critère identitaire qui est très important. On s'identifie vraiment à ce qu'on mange, notre appartenance est liée à ce qu'on mange. On a beaucoup d'exemples où on est défini par ça, des exemples religieux mais autres, et on peut par exemple voir dans les personnes qui vont migrer, qui vont changer de pays, qui vont apprendre la langue du pays, qui vont apprendre les coutumes du pays, mais qui vont continuer à se faire les petits plats de la maison pour se rappeler justement la maison. On peut parler de la Madeleine de Proust par exemple, ou des choses comme ça. Un poids économique qui est très important, on en a déjà un petit peu parlé, j'y reviendrai mais très rapidement parce que c'est quand même moins mon domaine de compétences. Un aspect écologique dont on parle vraiment de plus en plus, ça devient vraiment prépondérant. Il y a eu le rapport du GIEC, mais il y en a eu beaucoup d'autres qui montrent à quel point il est urgent d'avoir un changement alimentaire si on veut faire quelque chose pour l'environnement. Et bien sûr, un aspect santé, ce qui est déjà effectivement beaucoup plus mon domaine. J'adore les citations. On mange autant de mythes que de calories, c'est-à-dire qu'effectivement, dans notre nutrition, il y a beaucoup de choses qui sont en fait des idées reçues et qui, quand on va gratter un petit peu, quand on va chercher les sources d'où ça vient, on est des fois étonné de se rendre compte que ça repose sur une croyance populaire. Ce que je vais dire, il y a des choses qui peuvent effectivement vous surprendre, qui, parler d'alimentation, on le voit, ça crispe toujours beaucoup les repas notamment, parce que vouloir changer une habitude alimentaire, c'est vraiment toucher un tissu dans lequel nos goûts, nos valeurs et notre équilibre sont inscrits. Ça, c'est un sociologue qui le dit, c'est pas moi. Et c'est effectivement quelque chose de très personnel, de très intime, l'alimentation. Donc dès qu'on en parle, essayons de prendre un petit peu de distance. Au niveau culturel et éducatif, il faut se rendre compte que tous les plats sont possibles. On peut continuer à faire de manière végétarienne ou végétalienne, un chili sin carne, donc sans viande, un chili parmentier. Toutes ces recettes-là sont possibles également. Ça peut être une voie d'accès pour permettre effectivement de ne pas être trop, entre guillemets, déstabilisé. C'est donc un apprentissage qui est dès l'enfance, c'est-à-dire bien manger, ça s'apprend, c'est comme tout, on a tout appris, on a appris à marcher, on a appris à aller aux toilettes, bref, et on peut tout apprendre, et notamment à manger mieux.
C'est un choix, c'est-à-dire que effectivement, ce qu'on mange est un choix défini. On a de la chance, on est quand même dans un pays relativement opulent qui offre une certaine sécurité alimentaire. Et comme on l'a déjà évoqué, les repas végétariens et végétaliens, je vais souvent dire végétarien, mais par raccourci, j'inclus souvent les deux, c'est un repas laïque, c'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque part derrière une consonance religieuse, ce qui peut être intéressant aussi. Au niveau économique, très rapidement, pour dire que la viande dans les cantines scolaires est principalement de la viande importée. Donc en termes d'économie locale et du pays, c'est finalement moins d'impact qu'on pourrait le penser. Les populations dites les plus pauvres sont finalement celles qui mangent le plus de viande, parce que c'est un argument qui revient souvent. On dit « Ah oui, mais les gens n'ont pas les moyens de se payer la viande ». Non, en général, les gens, ils n'ont pas les moyens de se payer des fruits, des légumes frais. Ce n'est pas la même variable d'ajustement. Ça coûte moins cher en moyenne, on pourrait beaucoup en discuter, et ça peut permettre d'avoir accès à des repas aussi d'un peu meilleure qualité. 30% de gaspillage en moins les journées végétariennes à Lille. C'est eux qui ont eu leur retour d'expertise et ça montre vraiment que sur ces journées-là, il y a moins de gaspillage. C'est un enjeu qui est très actuel, qui est repris par l'Organisation mondiale de la santé, avec les maladies de civilisation non transmissibles, tout ce qui est diabète, accident vasculaire cérébral, qui sont des maladies qu'on se construit à partir de l'enfance, petit à petit, et qui sont liées à nos habitudes alimentaires. On considère en France, par exemple, qu'il y a 20 000 morts prématurées qui sont liées à l'alimentation. Les morts prématurées, c'est les morts avant 65 ans. Et une crise environnementale qui est majeure, je pense que vous n'avez pas pu échapper à cette information. Il y a eu donc, comme je vous disais, beaucoup de rapports qui ont été faits sur les liens entre l'alimentation et le climat. Et je vous présente par exemple celle-ci, qui est le Carbon Force, sur l'éco-geste le plus efficace, c'est de passer aux légumes. C'est-à-dire effectivement, alors ça ne veut pas dire qu'il faut prendre l'avion et qu'il faut conduire des grosses voitures, mais que si on veut avoir un impact le plus important sur notamment les gaz, les émissions de gaz à effet de serre, c'est de changer son alimentation qui va avoir l'impact le plus important. C'est des choses qu'on va après retrouver dans les recommandations nutritionnelles, notamment donc, plusieurs organismes français qui se sont penchés là-dessus et qui montrent pourquoi c'est très difficile en France de faire passer des lois sur l'alimentation, et notamment avec le poids des lobbies que nous avons en France qui sont assez importants. On a eu les dernières recommandations qui ont été éditées en janvier 2019 et qui insistent vraiment sur le fait qu'il faut augmenter les fruits et légumes, les légumes secs, les fruits à coque et qu'il faut réduire la viande. C'est vraiment deux axes très importants et là on parle en termes de santé publique. Les bénéfices sur la santé attendus d'une alimentation plus végétale sont liés à une alimentation qui sont plus pauvre en graisse, plus riche en glucides complexes et avec des grandes variétés de vitamines, de minéraux et d'oligo-éléments. Quand on parle de maladie, qu'est-ce qu'on parle notamment comme impact? Alors ça va être sur l'obésité, qui n'est pas une maladie en soi, mais plus un facteur de risque. Sur les maladies cardiovasculaires, très clairement, sur tout ce qui est infarctus du myocarde notamment, et sur le diabète de type 2. On a beaucoup d'études qui montrent une prévalence qui est diminuée par 2 dans le diabète de type 2 avec l'adoption d'un régime végétarien-végétalien, en sachant par exemple que la Société de diabétologie canadienne conseille le régime végétarien à ses diabétiques pour un meilleur équilibre. Le diabète, pour vous donner juste une idée, ça coûte en France, parlons argent, 9 milliards par an. Ça va après chez les enfants agir sur le reflux gastro-œsophagien, on le retrouve aussi dans l'asthme, et notamment dans la constipation. Ça a l'air de rien, mais c'est un vrai problème également. Très rapidement dans les besoins nutritionnels, parce que je ne vais pas faire de vous des nutritionnistes en une soirée, en 10 minutes. Voilà, on a besoin de protéines, on a besoin de lipides, on a besoin de glucides, grosso modo, pour bien se développer et pour bien grandir, et c'est du coup particulièrement important pour les enfants qui sont en pleine croissance. Tous ces éléments-là, on peut les retrouver dans une alimentation végétale qui est équilibrée, qui comprend des légumes, des fruits, des légumineuses, des oléagineux, des céréales complètes, des algues. C'est une alimentation qui peut être très très variée. Des fois, on en rigole entre nous, on nous appelle les mangeurs de cailloux. Je mets au défi les gens d'avoir une alimentation aussi variée que moi. En termes de carence, il faut être très clair, on est une société qui est d'abondance. C'est-à-dire on va mourir de nos excès avant de mourir de nos carences. Il faut quand même en avoir conscience, on est en France, on a de la chance à ce niveau-là. C'est aussi un risque. Notre corps est de toute manière, de fait, plus habitué à gérer des carences que l'abondance. L'abondance alimentaire, c'est pas si ancien que ça dans notre alimentation. La viande n'est pas une panacée, c'est-à-dire contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas parce qu'un plat contient de la viande qu'il est équilibré. La plus grande carence qu'on a en France, par exemple, c'est les fibres. La viande contient 0 g de fibres. Donc déjà là, ça part déjà très mal. Les protéines, alors c'est quelque chose qu'on déclare assez régulièrement, qu'on nous pose souvent la question. Soyons très clairs, des protéines c'est quoi? C'est des acides aminés. Il y en a 21 en tout pour l'être humain, dont 9 qui sont essentiels. Ils sont tous présents dans les végétaux. On peut déjà commencer à respirer là-dessus, on peut se détendre. Tout est présent dans les végétaux.
Il n'y a pas de carence connue en protéines en France en dehors de pathologie, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans un pays où on peut manger à notre faim, c'est très compliqué de manquer de protéines. Il n'y a pas besoin d'associer les légumineuses et céréales dans un même repas. Encore une fois, notre corps est capable de gérer des apports qui sont plus en pointillés. Là, très rapidement, sur les apports en protéines, on est plutôt dans un excès avec des risques sur la santé. Donc là, je vous mets le rapport entre la différence entre ce qui est recommandé et ce qu'on devrait consommer. Il y a eu une étude qui a été faite à Montpellier. Je suis désolé, je passe très vite. J'en ai bien conscience, vous aurez un temps de questions-réponses ensuite. Oui, je pourrais envoyer le diapo, il n'y a pas de souci. Très rapidement, à Montpellier, ils ont fait effectivement sur leurs études par rapport à ce qu'ils attendent de leur repas. Et ce que ça montre, c'est qu'un repas avec de la viande, ça remplit 75% des apports journaliers recommandés. Or, normalement, le repas de midi doit remplir 35%, quoi. Donc on est vraiment au-dessus des apports journaliers recommandés, et notamment au niveau des protéines, où on voit qu'on est vraiment en excès. Ils ont dosé aussi au niveau du calcium, et on se rend compte qu'il n'y a pas de problème particulier avec le calcium, avec les repas végétariens ou végétaliens. Très rapidement, la personne qui parle là, c'est le professeur Mariotti, qui est président du comité expert spécialisé en nutrition à l'ANSES, et qui dit que les consommations de protéines végétales est un marqueur robuste d'une alimentation saine, et que dans les pays occidentaux, la vision standard de la qualité des protéines est maintenant obsolète. C'est-à-dire qu'il faut bien avoir conscience que les protéines végétales sont des protéines de qualité en fait. Arrêtons de nous poser cette question-là. Très rapidement sur les autres nutriments, en fer, il n'y a pas d'avantage de carence parce qu'en fait, il y a un meilleur apport en vitamine C quand on végétalise son alimentation. Et sur le calcium, les besoins sont diminués, ils sont très abondants dans le monde végétal. Je vous passe le tableau d'après parce que ça va aller trop vite. Mais pour dire que dans certains végétaux, le calcium peut être mieux absorbé que ce qu'il est dans les produits laitiers. Au niveau de la vitamine B12 dont on parle beaucoup, il y a peu de risques pour les enfants végétariens. Et si besoin, la supplémentation est vraiment simple, peu coûteuse et sans risque. Promis, j'en ai pour une petite minute avant de finir. La grande question qu'on se pose, c'est à tout âge. Comme je vous disais, c'est une période de croissance. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand c'est une période de croissance? On mesure et on pèse les enfants et on mesure leur périmètre crânien. Les études ont montré, c'est une étude qui a été faite sur des enfants français, qu'il n'y a pas de différence significative entre les végétaliens, végétariens et une alimentation classique, que ce soit pour la taille, pour le poids ou pour le périmètre crânien. Même végétalien? Oui. Pas de différence donc sur taille, poids, périmètre crânien. Un développement psychomoteur qui est identique, donc on ne finit pas débile, je vous rassure. Et les nutriments, il y a des risques effectivement à prendre en compte, mais qui sont identiques aux adultes. Et chaque type d'alimentation, qu'elle comprenne de la viande ou pas, il y a des choses sur lesquelles il faut faire attention. Simplement, ce n'est pas les mêmes. Pareil, de nouveau le professeur Mariotti. Les enfants végétariens ont souvent un meilleur état nutritionnel et ont une alimentation qui semble plus conforme aux directives que ce qui est observé chez les omnivores. Ça, c'est aussi ce qu'on observe chez les adultes. Très très rapidement sur le soja, pour vous dire qu'il n'est pas indispensable, qu'on a peu d'allergies, qu'il ne contient pas d'hormones féminines, soyons très clairs, et qu'il n'est pas responsable de la déforestation, on en a déjà parlé. Quand il est français, mais parce que en fait, le soja qu'on consomme dans la consommation humaine en France, il est français, italien, ou il y a une filière espagnole qui est en train de se monter aussi, mais absolument pas d'Amérique du Sud. Pas d'incidence sur le développement des organes génitaux, de la puberté psychomoteur, et il y a probablement plutôt un effet protecteur. Je vous dis ça, c'est soutenu par l'Académie américaine de pédiatrie, par l'Académie canadienne de pédiatrie, par les Anglais, par beaucoup de structures. Le vrai risque, par contre, c'est les aliments ultra transformés. Ça, c'est un vrai problème. Le moins possible, même si on n'est pas capable de dire à quelle fréquence il ne faudrait pas en consommer. Risque de cancer, de maladies cardiovasculaires, et j'en passe. Pour ça, il y a deux classifications assez rapides. La Novascore, qui permet en fait de dire où l'aliment vous pouvez le prendre, la tomate que vous prenez, hop, ça c'est niveau 1, vous pouvez en manger autant que vous voulez, et jusqu'à les ultra transformés avec 15 ou 20 additifs, et là c'est un vrai problème. Le Nutri-Score qui devient de plus en plus prépondérant, que vous retrouvez sur les emballages, qui permet aussi de se faire une idée. Très rapidement, une alimentation végétalienne, c'est facile. Il y a une grande diversité alimentaire, mais c'est un apprentissage, et comme tout, on peut y arriver. Pourquoi de repas végé du coup? Pour diminuer les apports en protéines animales, c'est très important. Je pourrais développer si vous le souhaitez après parce que je dépasse déjà un petit peu mon temps imparti. Augmenter les apports en protéines végétales, ce qui est important aussi. Augmenter les apports en fibres, ce qui est essentiel dans l'alimentation des enfants. Il s'agit de limiter les produits ultra transformés. C'est vraiment un problème sur lequel il faut être très attentif. Et il y a un impact qui est positif sur l'environnement. Je suis désolé, je suis allé très vite, mais je vous remercie pour votre écoute.
Donc bonjour à tous, moi je m'appelle Aurélie Chauchard et je suis chargée de développement du label EcoCert en cuisine que je vais vous présenter. Déjà, est-ce que vous connaissez le groupe EcoCert? Il y en a qui connaissent? Ouais, super. Donc on est un organisme de contrôle de certification en agriculture biologique. Donc on contrôle environ 30 000 producteurs et transformateurs partout en France. Et au-delà de ces contrôles français, on crée des cahiers des charges qui ont toujours un aspect développement durable et écologie. Ouais. Voilà, encore. Donc du coup, on crée des cahiers des charges en parallèle et on a créé un cahier des charges sur la restauration collective parce qu'il y a plusieurs enjeux. Donc juste pour vous dresser le bilan de la restauration collective, donc c'est un service public. Aujourd'hui, il y a 4 milliards de repas servis par an, partout en France. Il y a environ 34 000 restaurants. Et quand on parle de restaurants collectifs, on parle donc d'établissements d'enseignement, d'administration d'entreprises et de structures d'accueil, donc les hôpitaux, les EHPAD, les établissements de soins. Et on a voulu s'intéresser à la restauration collective parce que c'est un formidable levier déjà au niveau de l'agriculture. Pourquoi? Parce que demain, si les cuisiniers, toutes les cuisines centrales, donc, où les 74 000 restaurants décident de sourcer local et de travailler avec nos agriculteurs, on peut relocaliser l'agriculture. C'est aussi un formidable levier d'échange entre les espaces ruraux et les espaces urbains. C'est un levier pour la santé parce qu'on sait que tout ce qu'on mange a un impact direct sur notre santé. Pour l'éducation, puisque c'est un service public, on peut agir via l'assiette sur consommer des produits de saison, travailler sur l'éducation, le gaspillage alimentaire, l'écologie, et puis donc voilà le volet, tout l'aspect écologique qu'on peut mettre en place dans tous les restaurants. Pourtant aujourd'hui, en restauration collective, si on parle d'agriculture et d'agriculture biologique, il y a seulement 4% des produits servis en restauration collective qui sont bio. On parle tous de produits bio et locaux, mais il n'y a pas de définition très claire de qu'est-ce qu'un produit local. Au niveau des produits aussi qui sont servis, il y a beaucoup de produits ultra transformés, des produits avec des additifs, OGM. On parle aussi beaucoup de gaspillage alimentaire. Donc pour vous donner une idée, sur un plateau aujourd'hui servi à un élève par exemple, il y a 115 grammes qui sont tout simplement jetés à la poubelle. Il y a tout aussi une problématique de gestion des déchets, des biodéchets. Qu'est-ce qu'on fait de tous les déchets qui sont générés par ces restaurants? De détergence, de perturbateurs endocriniens, de